Bonjour et bienvenue sur le Bistro Populi, c'est la toute première de cette émission, on va essayer que ça vous plaise et aussi que ça nous plaise. Le principe c'est qu'on va revenir à chaque fois sur un sujet d'actualité. Pour commencer cette émission, on commence donc sur un sujet qui est un petit peu technique mais qui vous concerne directement, c'est la privatisation des aéroports de Paris. Et pourquoi ça vous concerne ? Parce que c'est un indicateur de ce vers quoi notre société se dirige. Donc on va se lancer là-dessus en espérant que ça de faire quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc à tout de suite après le générique. Pour cette émission qu'on va essayer de faire en un peu moins d'une heure, on va voir deux choses. D'abord, on va voir finalement la partie économique et financière de ce projet, de privatiser ces aéroports. Est-ce que ça peut valoir la peine ou pas pour l'État ? Est-ce que ça va nous faire gagner de l'argent ou nous en faire perdre ? Et puis dans un deuxième temps, on va essayer de voir finalement le côté politique et démocratique de tout ça. Pour remettre les choses dans leur contexte, est-ce que quelqu'un veut expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est déjà que ce projet de privatisation ? Oui, peut-être Stéphane. Oui, donc le projet de privatisation, ce serait la mise en fait en vente d'une partie des actions détenues par l'État, en sachant que le groupe ADP est détenu à 50,6% actuellement par l'État. Donc c'est quoi comme aéroport déjà ? C'est un groupe qui gère 14 aéroports et aérodromes en direct et qui a des participations dans 9 pays à l'étranger en fait. Donc c'est un espèce de conglomérat poulpesque en fait avec des ramifications partout. Voilà. Dans ce cas-là, en fait, c'est assez compliqué à décrire en fait. Par exemple, il y a quoi ? Il y a Orly, Charles de Gaulle, le Bourget, l'héliport c'est ici les Moulineaux. Ouais. Il y a les aérodromes d'Île-de-France, y compris celui de Logne, qui est le seul avec une tour de contrôle. D'accord. En fait. Donc ça fait 14 en fait tarmac à gérer, plus des participations croisées vers ADP. Parce qu'il y a des groupes comme Schiphol et Vinci qui ont chacun en fait 8% de participation, des investisseurs institutionnels aussi, et le groupe ADP a aussi des participations vers d'autres aéroports. Oui, parce que en fait, parce que et ce que tu disais par rapport aux participations, c'est que donc là, même si on parle de privatiser, en fait, c'est pas comme si l'État contenait déjà, possédait 100%. Hein, L'État possède quoi, 50% environ, un truc comme ça. Le tout petit plus qui lui permettait pour le moment d'être finalement majoritaire et qui doit du coup changer, parce que là du coup il n'y aurait plus rien du tout qui appartiendrait à l'État. A priori, oui. Après il y a une possibilité qui garde une participation minoritaire. Je ne sais pas si ça a été décidé ou pas. J'ai vu que c'était une possibilité, mais a priori ils auraient tendance à tous aider. En tout cas, ça serait plus, quel que soit ce qui reste, ça ne sera pas eux qui auront le poids de taper du poing sur la table pendant les assemblées générales. Sauf loi avec une golden share qui leur donnerait un droit de veto. Mais c'est le cas de Georges Blagnac, on en reparlera. Ok. Et donc alors, je me permets quelques petits chiffres quand même sur. Oui, vas-y, je t'en prie. Pour montrer le mastodonte que c'est 280,4 millions de passagers, je crois, en 2018. C'est 12% du trafic mondial long courrier, ADP. Et c'est le deuxième hub européen après Heathrow. C'est la première frontière du pays avec 100 000 personnes par an. Et surtout, c'est un patrimoine immobilier gigantesque. Donc c'est, si je ne me trompe pas, c'est 6686 hectares, c'est presque un fois et demi la ville de Lyon. Oui, voilà. Ok. Et on reviendra sur ce que ça rapporte, parce que ça rapporte beaucoup. Ça, on va parler pas un moment. Juste avant d'enchaîner sur la partie les sous-sous dans la popoche, ce projet, de manière générale, donc, il a été amené en même temps que le principe du RIP. Alors, je ne parle pas de référendum d'initiative populaire proposé par l'UPR, je parle donc du référendum d'initiative partagée. En quelques mots, en quoi ça consiste ? Vraiment vite fait par rapport à ça, donc... En gros, le référendum d'initiative partagée, c'est dans la Constitution, c'est l'article 11 depuis la réforme constitutionnelle de 2008, mais c'est possible que depuis 2015.
bizarrement. Je savais pas. Une série de lois pour expliquer comment ça fonctionne en fait. Alors il y a déjà eu une tentative sous Hollande de la déclencher, je crois, pour... ah non, j'ai des bêtises, une tentative pour établir l'impôt sur la fortune, ça a raté. Là, c'est la première fois que c'est déclenché vraiment, du coup. Donc pour résumer, on a 20% des parlementaires, donc un cinquième des parlementaires qui écrivent une loi. Cette loi est amenée devant le Conseil constitutionnel qui vérifie si elle est valable. Si cette loi est valable, elle est soumise à une récolte de signatures. Donc il faut 10% du corps électoral, donc ça fait à peu près 4 millions de personnes. Donc déjà simplement, il s'agit simplement de la possibilité en théorie, si les citoyens contestent une orientation politique décidée par l'État, de dire pop, on n'est pas d'accord et s'exprimer par rapport à ça. Donc c'est un peu ça le principe à la base. Non, le principe c'est de proposer quelque chose. Ah oui, parce qu'on n'est pas forcément, c'est pas forcément pour contester quelque chose. On verra même plus tard, je pense, que c'est vraiment mal foutu pour contester d'ailleurs. Ok. Mais entre guillemets, voilà, on a ça. Donc voilà, c'est un truc qui est géré par l'État, qui permet donc de lancer une orientation, de loi. Et voilà. donc l'idée, si les signatures sont récoltées, on a normalement soit un vote à l'Assemblée, soit un référendum. Ok. Voilà. Et donc sans rentrer dans le détail de ce que c'est, moi sur le papier, je me dis c'est plutôt pas mal parce que là, on a un gouvernement qui est à fond néolibéral, privatisé tout machin, mais qui en théorie donne la possibilité, si le peuple n'est pas d'accord, de dire non. Donc dit comme ça semble plutôt pas trop mauvais. On verra mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? On va voir. Mais dans un premier temps, déjà, comme je disais, voilà, les histoires de sous, déjà, est-ce que c'est rentable ou pas? Alors, on n'est pas des experts économiques de grands bureaux d'études, machin chose, on est de simples citoyens, mais bon, on a essayé malgré tout de faire nos petits calculs, et du coup, est-ce que c'est rentable ou pas? De privatiser, on est d'accord. De privatiser, déjà, donc c'est quoi? C'est 10 milliards, c'est ça? Le prix auquel l'État est censé céder Qui est censé récolter. Ouais. À peu près, ouais. Alors, il faut savoir que, pour revenir un peu sur l'histoire, cette privatisation est déclenchée par la loi Pacte. La loi Pacte, c'est une loi qui est censée favoriser les entreprises, donc ça a beaucoup de choses dans cette loi. Et dedans, il y a la privatisation de en tout cas la privatisation plus poussée, parce que c'est déjà des trucs privatisés, soit dit en passant, Engie, la Française des Jeux et Aéroports de Paris. Donc en gros, on vend ce qui reste, on vend les participations de l'État. Ça, c'est censé rapporter 15 milliards, pardon. Et sur lesquels il y a donc... Et 8 milliards pour ADP. Ah bon, d'accord, je pensais que c'était 10, donc merci de m'avoir précisé. On peut arrondir à 10 parce que c'est une estimation. La totalité des parts ou pas aussi. Ah, le arrondissement d'accord. à 10, ce sera plus facile pour les Ok. d'après. Disons 10 milliards. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà là-dessus? Est-ce que... Ah, et je précise, j'ai oublié de le préciser, oui. Que le but, parce que qu'est-ce que ça vient foutre ça dans un truc pour aider les entreprises? Le but, c'est de mettre ça dans un fonds qui s'appelle, je sais plus, le fonds de rupture ou quelque chose comme ça, qui permettra de générer des intérêts qui viendront abonder du coup ce fonds de rupture, qui permettrait de financer des startups, en gros la nouvelle industrie. Et surtout, ce fonds, pour l'instant, j'ai pas trop réussi à trouver d'infos, c'est-à-dire qui va évaluer à qui on donne, qui va contrôler, est-ce que ce sera pas opaque, est-ce que ce sera pas le bordel, est-ce que ça va vraiment être fait, etc. Alors, j'ai juste essayé vaguement d'estimer quel serait le scénario le plus rentable pour nous, pour l'État, soit de privatiser, soit de garder les bijoux de famille, pour reprendre l'expression de Stéphane. Vraiment, en faisant un calcul très très grossier, j'étais arrivé, après correction par toi, au fait que finalement, si on partait dans un scénario totalement, enfin c'est totalement abstrait, hein, mais sur 75 ans, parce que c'est une concession pour 75 ans qui est donnée, on était arrivé en estimant que les aéroports gardent à peu près le même niveau de rentabilité, un résultat à peu près équivalent en termes de gains. Voilà. Si d'un côté on vous lâche tout de suite un 10 milliards d'euros et puis si en revanche au lieu de ça tous les ans vous récoltez je sais plus 180 millions d'euros, un truc comme ça. Enfin, dans les deux cas, on arrivait à peu près au même bénéfice, que ce soit par la privatisation ou en gardant ces actifs dans le patrimoine français. Or, c'est là où il y a un deuxième problème qui se pose, c'est que
bon, 75 ans, c'est très compliqué d'anticiper les gains, les pertes, etc. Maintenant, si on reste simplement sur l'historique depuis 2008, par exemple, je vois que le résultat net augmente tous les ans de 9%. Alors, ça semble un peu fantaisiste d'imaginer que le résultat net va augmenter de 9% tous les ans pendant 75 ans. Mais on peut aussi penser à une chose, c'est que là, actuellement, il y a de vraies questions qui se posent concernant le devenir de l'euro et qu'on peut anticiper éventuellement une situation d'effondrement de l'euro. Et là, autant vous dire qu'il y a de quoi avoir les boules. Si on a lâché un actif pour 10 milliards d'euros qui valait beaucoup, et puis que d'ici quelques mois, l'euro ne vaut plus grand-chose et que vos 10 milliards, vous ne pouvez plus qu'acheter pas grand-chose avec. Je pense par exemple à la situation de l'Allemagne avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, où... je dis pas qu'Hitler a résolu les problèmes de l'Allemagne, pas du tout, mais Hitler est arrivé au pouvoir à cause d'une situation d'hyperinflation dans laquelle il fallait 3 milliards de Deutschmark pour acheter une baguette. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, vous avez les boules quand vous avez 10 milliards d'euros, mais que ça vaut rien du tout, quoi. 3 temps. Oui, c'est une faute stratégique en termes de résilience. C'est l'inverse de ce que font les Chinois. Les Chinois ont plein de monnaies fiduciaires. Ils anticipent en fait une crise de la monnaie fiduciaire à venir. Elle a probablement déjà commencé avec ce qui se passe sur le marché interbancaire nocturne aux États-Unis là depuis un mois. Et en fait, eux, leur stratégie, c'est de se débarrasser des dollars et d'acquérir un bien qui rend un service ou qui a une valeur et qui reste concret. Quoi qu'il se passe au niveau des monnaies. Donc là, ils anticipent la crise, là. C'est ça que tu es en train de dire. Ils anticipent la crise mondiale. Ils se débarrassent des dollars, ils achètent en fait les infrastructures sur la route de la soie. Donc ils font ce que font les petits, les ménages français qui anticipent une crise, soit acheter de la terre, enfin de la pierre ou de l'or, quoi. Voilà. En gros, tu es en train de me dire ça. Ils se démonétarisent, c'est-à-dire c'est plus que débancariser. Et là, ce qu'on fait dans ce que nous, c'est l'inverse. Donc c'est un choix de résilience qui est pas très bon, parce qu'en plus de ça, même si on avait gardé les actions et qu'il y avait eu un crack, on aurait toujours les actions et ça reste toujours des parts de propriété sur une compagnie concrète qui est dans l'économie réelle et c'est une forme même qui est plus résiliente que de l'argent du point de vue légal. Donc ça je parle en tant que simple personne qui a un compte en banque. C'est une reconnaissance de dette qui est annulable parce qu'il s'appelle une banqueroute. Quand vous avez des actions, elles peuvent baisser en valeur, mais vous en êtes toujours propriétaire tant que la compagnie existe. En fait. Absolument. Alors après, c'est pas le top du top. Le top, c'est l'obligation où vous avez carrément votre quantité de capital investi qui est garantie, sauf banqueroute, mais en dehors de la banqueroute. Il peut y avoir un crack sur le marché des actions, vos obligations, vous les revoyez avec la même quantité d'argent. Juste donc là, on est parti vers le système parce de moins résilient. Je suis désolé, mais c'est un sujet passionnant. Malheureusement, on manque de temps. Peut-être une petite remarque sur cette histoire de Cour des comptes et de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Toi, tu avais des choses par rapport à ça, puisque, a priori, déjà du temps où Macron était ministre de l'économie, donc il avait déjà lancé le plan de privatisation de Toulouse-Blagnac. Et déjà, il y a des retours là-dessus, en fait, qui sont pas très bons, c'est ça ? Oui, alors déjà, juste pour commencer par ce que tu disais sur la valeur des biens, en fait, moi, j'ai 2 exemples assez précis. Toulouse-Blagnac, donc l'État est encore majoritaire à Toulouse-Blagnac, mais elle a vendu la moitié de ses parts à peu près, enfin la moitié des parts un peu moins de la moitié des parts à un consortium chinois. Pour vous dire, il l'avait vendu à 308 millions, je crois. Ouais, okay. Et aujourd'hui, le consortium chinois essaie de les revendre à 500 millions. Donc ça veut dire que... C'était quand ça ? C'était en 2016, un truc comme ça ? Non, c'est en ce moment. Non mais la première chose, la Chine. C'était 4 ans avant, je crois, je sais plus, j'ai plus les dates exactes. Ouais, 2015-2016, c'est ça. Ministre des Finances. Voilà. Ok, d'accord. Mais pour vous dire que déjà... 2016. Ils sont déjà en train de gagner du fric sur notre dos. Non mais ça c'est... Bien joué. Non mais déjà Super. On a sous-évalué à la vente. D'accord. Je sais pas si c'était bon, extrait ou pas. Parlons des autoroutes, un peu juste sur ce point-là, pareil. Ok, puis après on enchaîne sur la partie... Après je reviens peut-être sur Toulouse-Blagnac, sur 2-3 autres trucs, mais juste pour les autoroutes, aujourd'hui, enfin en 11 ans, ils ont généré 60 milliards les autoroutes, alors que nous on l'avait vendu 14 milliards. D'accord. Ouais.
Peut-être, allez, un dernier petit mot avant de finir sur la partie économique. Je suis vraiment désolé, j'aurais vraiment aimé qu'on ait plus de temps, mais on fera mieux la prochaine fois. Moi, il y a une chose que je trouve assez intéressante, et ça, vous le retrouverez par exemple chez un auteur qui s'appelle Gilles Darmois, qui a écrit un bouquin que je trouve assez intéressant qui s'appelle « Pourquoi privatiser EDF et l'enjeu de l'énergie ». Ce qu'explique en fait cet économiste, c'est que pour toutes les grosses infrastructures qui coûtent énormément de sous à rénover, comme par exemple les aéroports, mais également le réseau électrique ou par exemple Eurotunnel, ça implique d'avoir une énorme quantité d'argent dépensé à la base qui va mettre des décennies à se rentabiliser. Et ça, l'investisseur privé, ça ne l'intéresse pas. Parce que en général, ce qu'il veut, c'est récupérer ses sous et gagner plus de son vivant. Et si vous prenez par exemple le cas d'Eurotunnel, je crois qu'au moment où les actions, où l'Eurotunnel a été lancé, il a été calculé qu'il faudrait 250 ans pour rentabiliser les frais. Donc les petits épargnants qui connaissent rien se sont fait refourguer des actions par leurs banquiers, mais les gros investisseurs institutionnels n'y sont pas allés. Et c'est là où on a un problème quand on nous parle par exemple d'un aéroport, c'est parce qu'un aéroport, il va falloir de temps en temps faire de gros investissements. L'investisseur privé, il va dire non. Il va dire on va laisser pourrir le réseau avant de revendre l'action. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement aux États-Unis en 1977. Il y a eu une énorme coupure de courant. Pourquoi ? Parce que les entreprises privées qui géraient le réseau n'avaient pas envie de lâcher, $1 milliard pour rénover totalement le réseau, refaire des centrales, etc. Donc ça a saturé le réseau. Et au bout d'un moment, ça craque. Donc c'est. Est-ce qu'on oui, est-ce qu'on peut résumer avec la logique. Désolé, c'était un peu long. Non, mais cette logique qui serait que quand c'est des grosses infrastructures, on demande à l'État de mettre la main à la poche. Quand ça commence à être rentable, on privatise. Ça résume bien. Et quand il faut de nouveau faire la mise à jour, la rénovation, hop, on renationalise. Ouais. Bah, c'est nationalisation des pertes et privatisation des profits. C'est la même logique qu'on a profits, retrouvée chez les banques après la crise des subprimes. Voilà, mais pour donner un exemple en fait rapide par rapport à ça, et après on enchaîne sur le. Il y avait le cas de la privatisation de British Railways en fait, qui s'est fait en plusieurs étapes. Donc rapidement, années 80, Thatcher vend des activités non stratégiques. 93, le Railway Act en fait, où les activités ont été vendues à la découpe. Et gouvernement, donc ça c'était du temps de John Major, et le gouvernement d'après avec Tony Blair en fait qui allait encore plus en avant dans cette logique-là. Au bout du compte, dans l'évolution des services, etc., ça n'a pas fait une énorme différence. La ponctualité, ils sont à peu près retombés sur leurs pattes, mais il y a eu une période de transition très problématique, y compris la ponctualité du croisement des trains, puisqu'ils ont quand même eu 4 accidents les 5 premières années avec le nouveau système. Aïe. Voilà, donc Southall, Ladbroke Grove, Hetfield et Potters Bar. En 2007, ils ont même eu un déraillement d'un Pendolino, c'est le concurrent italien, je crois, du TGV, à cause du réseau, ce coup-là, pour en revenir au sous-investissement sur le réseau. Et au bout du compte, il a fallu 20 ans pour revenir à un haut niveau de sécurité. Voilà, et on arrive en 2018 sur le système. Donc les conséquences, c'est que l'État, quand c'était une régie publique, du passage de la régie publique à cette espèce de grand n'importe quoi que ça a donné avec le Railway Act en fait, les contributions de l'État au réseau, donc en pure perte ce cours-là, ont été multipliées par 6 en 20 ans. Et les tarifs sur la partie régulée, donc les trains de banlieue, ça n'a pas trop bougé en monnaie fixe. Et par contre, sur les tarifs libres en 2018, les Britanniques ont droit aux tarifs les plus élevés d'Europe. Ouais, donc c'est pas terrible. Le succès, le succès de cette. Bon, genre un petit exemple très rapide des autoroutes, parce que c'est quand même formidable ce qu'ils ont fait. Pour les autoroutes en France, l'État, en fait, si le concessionnaire, donc celui qui a la concession, doit emprunter, l'État se porte garant. Et ce qu'ont fait en fait les sociétés d'autoroutes, c'est qu'en voyant ça, ils ont en fait distribué tous les fonds en dividendes, donc ils se les sont répartis, puis après il n'y a plus de fonds, du coup ils ont emprunté.
Bien sûr. Et là, Faut c'est pas se l'État gêner. qui Bien a sûr. sorti le porte-monnaie pour ça. C'est vraiment un sujet encore passionnant et peut-être qu'on aurait dû faire toute une émission là-dessus. Malheureusement, on a décidé de. On reprend une émission forcément. sur les privatisations. Absolument, ça me semble très intéressant comme sujet. Je vais regarder ma caméra. Voilà, on a fait une petite coupure pour vérifier que le son allait bien, l'image, etc. Donc là, on va juste faire donc cette deuxième partie où on va parler plutôt de l'aspect politique et démocratique de ce qui s'est passé du coup avec ce projet de privatisation et également du système de référendum d'initiative partagée qui est censé pouvoir faire le contrepoids pour que le peuple puisse éventuellement s'opposer à ça. Et c'est là où du coup on va un peu plus rentrer dans le détail. Donc quels sont les défauts qu'aurait ce formidable dispositif démocratique? Alors ça c'est plutôt François qui va nous dire. Vous regardez tous, c'est... François, c'est à toi. Du coup, on va revenir un peu à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le fameux RIP ou référendum d'initiative partagée. Ce qu'il faut savoir sur ce référendum, c'est que moi je veux vraiment me concentrer là-dessus, ça n'oblige pas à un référendum. Alors, faut préciser une chose, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le soutien et ensuite le référendum. C'est-à-dire que c'est pas juste en une étape où on signe je suis pas d'accord et terminé. C'est plus compliqué que ça. Je refais l'histoire en gros. Comment ça marche? Il y a un cinquième des parlementaires qui dit nous on aimerait porter cette loi. Voilà, ils écrivent la loi. La loi va au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel dit ok c'est bon, on commence les signatures. Là il y a une collecte de signatures qui est organisée par le ministère de l'Intérieur, j'ai essayé dans la loi, voilà. Donc ça c'est les soutiens ça? C'est les soutiens, voilà. Donc c'est là où vous pouvez aller maintenant jusqu'à quand? Oui. Il faut quand même jusqu'à quand? mi-mars. Jusqu'à la mi-mars. Merci Quentin. Vous allez sur internet sur le ministère de l'Intérieur, vous tapez sur Google et vous dites moi je suis pas d'accord avec ce truc là, donc je présente mon soutien à ça. Ce n'est pas encore du référendum. Donc oui. Voilà. Une fois qu'on a les à peu près 4 millions de signatures, donc 10% du corps électoral, là ça peut déclencher un référendum. C'est-à-dire que ça repart au niveau du Parlement, enfin au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. Et c'est pour ça que je dis ça peut. Qui décide. C'est pas obligé. Voilà. Et puis finalement, qui peuvent éventuellement lancer un référendum dans lequel vous devrez aller une deuxième fois vous exprimer en disant non, vraiment, je suis pas d'accord avec ce truc-là. Voilà. Donc déjà, il y a un petit souci à ce niveau-là. Sauf qu'en fait, le référendum, il est déclenché que si le Parlement, donc aucune des deux chambres, c'est-à-dire ne s'est saisi de la loi en question. Dans les 6 mois qui clôturent en fait la récolte des 4 millions de signatures. Et on est d'accord que se saisir, ça veut très bien pouvoir dire, par exemple, le président de l'Assemblée nationale qui dit bon, on dit qu'on en parle, vous n'êtes pas d'accord, allez, bon on en a parlé, ciao, bye bye. En gros, c'est ça quoi. S'il y a un renvoi à plus tard, c'est pas suffisant là. Mais est-ce qu'ils ont Mais si par exemple le Parlement, autrement que d'en parler, est-ce qu'ils sont obligés d'aller dans le sens de la décision du peuple? Donc déjà, même pas de référendum, après terminé quoi. J'ai compris en tout cas. Okay. Parce que le problème c'est que ce truc-là, ce référendum est un peu régulé par des textes de loi assez divers, c'est-à-dire qu'il y a eu l'article 11 de la Constitution qui est très vague, qui ne dit pas comment ça fonctionne. Il y a eu une loi organique, puis il y a eu un décret d'application, puis il y a eu même récemment des trucs qui expliquent comment sont censées fonctionner les récoltes de voix, etc., enfin de signatures. Donc c'est assez éclaté, mais moi de ce que j'en ai compris, et c'est ce que j'ai lu à peu près partout, c'est que l'important, c'est que l'Assemblée s'en saisisse, et si, là en l'occurrence, si on a une majorité de la République en marche, donc c'est eux qui portent la loi. C'est compliqué d'aller à l'encontre de ça. Apparemment, ils se saisiront de la loi, parce que, enfin, si on a les 4 millions de signatures, ce qui n'est pas sûr, mais si on les a, ils s'en saisiront, puis ils auront qu'à dire bah non, on n'est pas d'accord. Et c'est plié, il n'y aura pas de référendum. Ça part à la poubelle, terminé, merci, au revoir. Voilà. Alors déjà, est-ce qu'on va l'avoir? Parce que là, on est à combien? 800 000 sur les 4 ou 5 millions nécessaires, c'est ça? T'avais vu les chiffres toi récemment? On doit être à peu près à 850 000. Est-ce qu'on peut dire que c'est mort? On peut dire que c'est mort ou c'est pas mort si on arrive à avoir 17 000 signatures par jour jusqu'à mi-mars. Donc ça semble très Oui, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier à l'huile, comme on dit. C'est là qu'on peut en arriver à la médiatisation. Alors c'est vrai que c'est un référendum qui est très très peu médiatisé. Hein, qui regarde la télé parmi vous? Parce que moi je regarde pas en fait, donc pas trop, hein. On est un peu déconnecté. Mais je pense qu'on peut dire que voilà, la télé, voilà, les grands médias en ont un petit peu parlé, un peu au début.
Puis il n'y a pas de débat sur la question, quoi. Oui. Il n'y a pas d'émission qui propose des débats. Il y en a eu un petit peu au début. Il y a eu des mentions dans les médias. Ouais. Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que, chers amis électeurs, chers concitoyens, prenez votre bâton de pèlerin, demandez autour de vous si vos proches ont signé ou pas, et si ils n'ont pas signé, simplement leur dire si vous voulez avoir votre point de vue sur la question, eh bien signez pour avoir une chance peut-être d'avoir un référendum au bout. C'est-à-dire démerde-toi tout seul, quoi. C'est à toi de faire tout le boulot, quoi. C'est pas les grands médias, les grands journaux qui vont, les télés qui vont nous aider. Donc en effet. C'est à vous de le faire. Je pense qu'on mettra dans la description oui, on va mettre du matériel. Mais bon, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal que. Il est important aussi de rappeler de temps en temps que certes, chez nous avons quelques-uns de nos politiques qui vont se présenter dans le cadre des municipales, qui vont prendre leur bâton de pèlerin et venir vous voir, mais nous sommes en théorie dans une démocratie, c'est-à-dire que le peuple, c'est vous. C'est vous qui avez normalement le dernier mot. Si vous voulez pas vous exprimer, vous étonnez pas qu'après les décisions sont prises sans votre consentement ou même. Et alors le bâton de pèlerin, toi, et puis toi, vous l'avez pris un petit peu parce que vous avez fait des petites choses un petit peu dans la rue. Alors peut-être, je t'ai pas beaucoup entendu. Alors vas-y, explique-moi un peu ce que vous avez fait. Alors nous, on est allé faire à plusieurs reprises ce qu'on appelait des tables d'information ADP, où on a pris une table des tôt, on est allé dans la rue et puis avec un panneau signé pour ADP, on est allé signé pour le RIP avant de dire signé pour la privatisation ou la non-privatisation d'ADP. On est allé voir les gens en leur proposant de se saisir de cet outil du RIP là, qui nous est donné pour pouvoir donner leur avis. Et comment les gens ont réagi par rapport à ça alors, comment les gens ont réagi par rapport à ça c'est assez surprenant parce que à peu près, facilement la moitié des gens déjà ne savaient pas ce que ADP voulait dire. Et quand on leur parle de la privatisation de l'aéroport de Paris, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc on se rend bien compte quand on est sur le terrain dans la rue que la moitié des gens, au moins la moitié des gens, ne savent pas qu'un référendum sur la question est en cours. Enfin, qu'une initiative référendaire est en cours sur cette question. C'est assez dingue. Quand on explique à la plupart des gens ce qui se passe avec nos arguments, une grosse partie est quand même d'accord pour dire que ça n'est pas normal et repart avec un petit... Soit on les aide à signer sur l'instant avec leur carte d'identité depuis qu'ils ont refait le site. C'est beaucoup plus simple, donc on va dire on arrive en là-dessus. 3 minutes à faire signer des personnes qui le souhaitent. Et puis il y en a qui n'ont pas forcément le temps ou leur carte d'identité sur eux ou carte d'électeur, donc on leur donne un petit papier avec l'adresse du site internet du ministère de l'Intérieur et on compte sur eux pour aller signer. Et alors justement, parce que tu as parlé d'un truc très important, c'est l'histoire de la refonte. Parce qu'il y a eu un tout petit moment au début ou pendant quelques semaines, donc les médias, je dis les grands médias, j'aime pas dire ça, mais voilà, on s'est compris, la télévision, les journaux à gros tirage, parlaient un petit peu de ça. Et donc, comment est-ce que c'était à ce moment-là la signature sur le site internet? Est-ce que c'était facile ou pas facile? Au tout début, c'était la merde, il faut le dire. C'était l'horreur, quoi. Ça marchait une fois sur deux, ça marchait pas. Dès que le site s'est ouvert, je suis allé dessus peut-être une semaine ou deux après, j'y suis pas arrivé, quoi. C'est pénible parce que si on commence à dire que c'était fait exprès, on va passer pour des complotistes encore à l'UPR, donc on va pas le dire, mais c'est vrai que c'était tellement mal foutu que... Ce qui est évident, c'est que le gouvernement a en tout cas fait aucun effort là-dessus. C'était le bordel. En fait, c'est le Conseil constitutionnel qui, en récoltant parce que le Conseil constitutionnel, vu que c'est l'article 11 de la Constitution, il surveille que ça se passe bien. Et du coup, comme ça n'a jamais été fait, du coup, ils récoltent l'avis des gens et les gens leur disent c'est le bordel, on n'y comprend rien. Donc, ils ont dit au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, votre site c'est le bordel, on n'y comprend rien, etc., etc. Donc, le ministère de l'Intérieur a fait une FAQ, ils ont remplacé les codes INSEE, donc personne ne comprenait rien par le nom de la commune, ce qui est quand même vachement plus simple. Donc, voilà, c'est possible quand on y met un peu de bonne volonté. Mais bon, ça aurait été mieux. Je tiens quand même à dire une chose qui m'avait surprise, c'est que ne peuvent signer ou non cette pétition qu'à la condition d'être certes un électeur, mais un électeur inscrit. C'est-à-dire il ne suffit pas d'avoir 18 ans et de pouvoir dire j'ai ma carte d'identité, je sais où je suis né, je vais pouvoir dire je suis contre. Ce n'est pas un vote. Absolument. En plus. Donc ceux qui ne sont pas inscrits, même s'ils pensent être électeurs et qui se disent tiens j'ai encore peut-être le dernier moment pour le faire, eh bien non.
Vous serez coincé. Vous serez coincé. Parce qu'il n'y aura pas eu le temps de s'inscrire. Allez. Je crois que Stéphane voulait dire. Oui, pardon, Stéphane. Oui, pour revenir aux difficultés en fait par rapport au référendum et à sa sous-médiatisation, bon, on pourrait aussi imaginer en hypothèse, je ne dis pas que ce soit vrai ou prouvé, une manœuvre un peu à la David Cameron, puisque là on est en train de voir une lutte pour effectuer ou pas le Brexit. C'est pas du tout ce à quoi avait pensé David Cameron quand il a lancé l'idée du référendum. L'idée c'était d'avoir la paix pendant 20 ans avec le UKIP en faisant un référendum qui serait gagné par les européistes. Donc, l'idée c'est de faire une proposition dans le but qu'elle soit refusée. On est sûr que ça ne marche pas la paix. Pour donner une genre de crédibilité. Est-ce que c'est pas l'objectif du gouvernement d'enterrer l'idée référendaire c'est ça. en plantant un RIP qu'ils ont eux-mêmes proposé pour dire vous voyez bien que ça n'intéresse pas les gens. Et dans 20 ans, en 2039, ce sera encore l'argument. C'est pas eux qui l'ont proposé, mais par contre, ce que tu dis, c'est que le risque des conséquences que ça aura si ça foire, bah, c'est sans doute ça. Oui, ça les intéresse. On pourra dire oui, mais les médias n'en ont pas parlé, etc. Après, c'est vrai que... Ils diront de toute façon, il y aura toujours un argument, c'est de dire qu'on n'a jamais demandé aux gens qui étaient pour la privatisation de s'exprimer. Oui. Il y aura toujours un argument qui sera de dire on n'a jamais demandé aux gens qui étaient pour la privatisation de s'exprimer. Donc, c'est tout l'art oratoire, c'est-à-dire qu'un politique saura utiliser l'argument qui lui convient suivant la stratégie. Voilà. Donc ça peut effectivement être à quoi ça sert, vous à l'UPR, de parler d'un référendum d'initiative citoyenne, alors que vous voyez bien que sur un sujet simple, même apolitique, les Français n'ont pas demandé, et on considère, et on peut le considérer à juste titre, que quelqu'un qui a 18 ans est un adulte, en tout cas légalement il l'est, et par conséquent il a le libre choix de dire ça m'intéresse, je me saisis de la question ou pas. Et à ce moment-là, si les gens ne font rien, qu'ils ne s'étonnent pas qu'il y a des gens qui décident pour eux. Je suis vraiment désolé, messieurs, c'est vraiment passionnant d'en discuter avec vous, mais le temps est compté. Juste une dernière chose, on a ce référendum qui se base, alors vous me coupez si je dis des bêtises, sur la Constitution française qui dit que quand on arrive à prouver qu'une entreprise ou quoi a une situation de monopole ou qu'il est d'utilité publique, du coup il faut interdire que ça puisse être vendu. C'est là-dessus que se base ce référendum, pour dire que si c'est en situation de monopole et qu'en plus c'est utile à l'ensemble de la communauté, il faut que ça reste sous le giron de l'État. Or, nous avons dans le traité de Lisbonne, qui officialise l'Union européenne, dans l'article 2, paragraphe 3, il est mentionné qu'on doit absolument tout privatiser. Donc, est-ce que... C'est pas ça ? Mais lis-le, allez, lis-le. Alors, je l'ai pas, mais économie sociale de marché hautement compétitive. C'est un petit peu vague, mais on est quand même très très dans la mise en compétition, et donc, dans économie sociale de marché, c'est un terme qui a été créé par les Allemands de droite ultralibérale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est clairement aller dans le tout privatisé. Donc est-ce qu'il n'y aura pas une contradiction entre ces deux textes de loi ? Si je peux me permettre un petit mot là-dessus, quelque part, tu ne le dis pas, mais je crois que tu le dis, ce sont les GOPÉ. Si vous voulez voir ce que sont les GOPÉ, les grandes orientations de politique économique, eh bien, nous vous renvoyons vers une des vidéos de Charles-Henri Gallois, en fait, qui sont les directives données par l'Union européenne, à la France. Voilà. Si vous voulez savoir de quoi demain sera fait sur les choix économiques, en ayant 2 ou 5 ans d'avance, ça dépend le temps que met les assemblées nationales pour adapter la loi locale, enfin nationale, au droit européen, vous saurez. Oui. Mais ça, après, cette contradiction a déjà été pré-résolue avant la mise en texte en fait de Maastricht, en fait, par un dernier article de la Constitution française qui justement stipulait, prévoyant parfaitement le problème, que par défaut le droit communautaire était supérieur au droit national. Tout à fait. Donc en clair, en tout cas de contradiction, malheureusement, cet article-là permet d'écraser au niveau législatif le droit français, mais la question se pose au niveau maintenant au-dessus des lois, de la Constitution. Après, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article, je vais lire la loi proposée. Alors vraiment en 2 secondes, hein, parce ok. Il y a 5 pages, 10 pages de présentation et la loi pour laquelle les gens votent fait qu'elle c'est l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d'un service public national au sens du 9e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. C'est tout. Voilà. Mais le Conseil constitutionnel, du coup, a validé ce truc-là. Du coup, c'est pas anticonstitutionnel, donc si un traité disait explicitement l'inverse, je pense qu'il l'aurait retoqué. D'accord. Donc après, comme je te disais tout à l'heure quand on en parlait,
c'est un problème qui est à mon avis compliqué, c'est le problème des privatisations, parce que là tu parlais de quelque chose d'être hautement compétitif. Est-ce qu'on peut être hautement compétitif quand on est dans un monopole? Parce que là actuellement ça restera un monopole finalement. Donc en fait c'est la question de la privatisation en général des services publics et des monopoles d'État. Et ça, on pourra peut-être faire une émission là-dessus. On va en avoir des émissions à faire. La SNCF, etc. Pour répondre à la question, ça dépend en fait de quel niveau. C'est une entreprise qui est tentaculaire. Il y a eu le cas en fait au niveau de gestion du personnel où il y a eu un laxisme qui a donné des dérives assez hallucinantes. Mais de l'autre côté, il y a eu aussi en fait dans certaines spécialités du groupe ADP des grandes réussites, à savoir que dans ces activités, c'est pas connu, mais il y a les études et la mise en œuvre en fait pour d'autres aéroports et des études d'ingénierie, etc. Donc ça, malgré le monopole, il y a quand même eu dans certains cas une excellence qui a pu se développer, mais aussi dans d'autres cas en fait des dérives qui ont donné du grand n'importe quoi. Bon, on aurait dû prévoir 2 heures. On a un petit peu merdouillé au niveau de la mise en place. C'est pour ça qu'on fait tout en urgence. Écoutez, je pense qu'on est à peu près d'accord sur tout. Bon, ben voilà, hein, on est plutôt contre cette privatisation. On vous invite, je pense tous, à aller au moins signer cette liste de soutien contre la privatisation, même si a priori ça semble un peu compliqué. Voilà, je pense on est à peu près. On les invite à signer pour qu'il y ait un référendum d'initiative partagée. Après. Et comme on va devoir rendre l'antenne dans très peu de temps, écoutez, messieurs, ça vous arrive comme un cheveu sur la soupe. Je suis désolé, vous n'étiez pas au courant. Je vais vous proposer un vrai-faux en 3 questions. Allez, c'est parti. Alors, première question. Quand Boris Johnson se fait couper les cheveux, c'est sa propre femme qui s'en charge, mais elle a la maladie de Parkinson. Vrai ou faux? Faux. C'est vraiment une blague de merde, je suis désolé. Donc c'est faux? Ah, c'est faux. Je dirais vrai, on est fou là. On aura tout vu. Eh bien, c'est faux. En fait, il ne s'est plus coiffé depuis 2016 parce que sa priorité, c'est le Brexit. Blague de merde! J'ai honte. Pardon, mes parents qui vont me voir. Deuxième question. Jean-Paul Juncker a-t-il déclaré... C'est pas Jean-Claude. Ah, c'est Jean-Claude. Drucker. Tu as vu ou pas? Mais pourquoi les... Alors, est-ce qu'il a déclaré... Mais pourquoi les Français se plaignent-ils du coût de l'essence? Moi, quand ma voiture est à court de carburant, je fais pipi dans le réservoir et ça repart aussi sec. Il est alcoolique. Ouais, la blague. Alors, est-ce que c'est vrai dans le déclaratif ou physiquement? Non, c'est ça le truc, c'est que c'est faux, il ne l'a pas dit, mais à mon avis, il l'a déjà fait, c'est ça. Physiquement, on n'est pas sûr. Exactement. Ouais, il fait froid là-haut. La voiture au whisky, c'est possible. Ça vole très très haut, je suis désolé. Bon, on finit sur Dernière chose, la troisième petite question. Macron, attention, on va rien de rigoler. Macron a-t-il déjà assassiné quelqu'un de ses propres mains? Macron a-t-il déjà assassiné quelqu'un de ses propres mains? Le droit du travail n'est pas une personne, donc. Non, on parle pas au sens figure, au sens propre. Personne morale ou... Personne physique. Ah bah normalement non. Non? Je dirais non. Eh bien c'est vrai. On va pas être président, sinon. Je parle évidemment de Naevius Sutorius Macron, préfet romain né en 21 avant Jésus-Christ et mort en 38 avant notre ère. Bravo. Alors il aurait assassiné plusieurs personnes dans son ascension du pouvoir, soit en les poignardant, soit en les étouffant dans leur sommeil. C'est notamment lui qui aurait assassiné l'empereur Tibère. Donc on peut dire que Macron est un enfoiré. Je parle évidemment de Naevius Sutorius Macron, Ça évidemment. dépend C'est le propos de ta part. Tu engages ta responsabilité sur ce pas notre responsabilité. Voilà. Bon ben voilà, écoutez, c'était un petit peu à l'impro, donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, bon bah, écoutez, ça vous va? Faudrait peut-être voir qu'on ait plus de temps disponible la prochaine fois. Peut-être qu'on se prépare un peu plus. Oui, qu'on se prépare un peu plus, Est-ce qu'on effectivement. peut finir dans notre verre? Allez, À votre santé à la à tous. vôtre, À la à la vôtre tout le monde. Merci. Et à bientôt.